Si c'est en forgeant qu'on devient forgeron selon un adage largement répandu chez nous, je pense être peu à peu devenue une chercheure confirmée en socio-anthropologie de la santé, comme me l'assure un de mes seniors. Je me rappelle encore des circonstances qui m'ont amenée à ce métier et qui remontent depuis la deuxième année de mes études de médecine à la faculté de médecine de Bamako. La pratique médicale que j'ai découverte à l'occasion des stages dans les services de santé m'attristait au plus profond de moi-même. Comment prétendre être un soignant et en même temps avoir une attitude de mépris et d'arrogance face à une personne qui souffre? Comment pratiquer la profession médicale quand presque tout manque autour de soi, tant du côté du système de santé que du côté des patients dont la majorité vit dans la pauvreté? Comment peut-on être fier d'être médecin? Il me revient en mémoire cette confession d'un camarade après avoir approuvé tout ce qui m'offusquait. Que faire? Nous sommes obligés d'arnaquer les malades. N'y a-t-il donc rien d'autre à faire que de suivre la mouvance, de continuer à faire comme les autres? Je n'ai pas oublié, et je n'oublierai jamais, lorsqu'arrivé en 5e année, j'ai franchi pour la première fois la porte du bureau de Yannick Jaffré, alors professeur d'anthropologie de la santé dans ma faculté de médecine. J'avais en tête qu'il m'accepte de m'encadrer pour une thèse de très courte durée en santé publique, afin d'aller me spécialiser en pédopsychiatrie. Il me proposa un sujet sur l'importance des données anthropologiques dans la prise en charge des malades drépanocytaires. Je pénétrais l'univers des patients en les observant et en les écoutant. Je les ai suivis dans leurs itinéraires thérapeutiques, leur représentation de la maladie, la manière dont ils se projettent dans l'avenir, leur relation avec l'entourage, avec les soignants, leurs craintes et leurs doutes qu'ils n'osent confier à ces derniers. J'étais enfin dans mon élément. Essayer de comprendre et de pouvoir aider à ce que la prise en charge des malades s'améliore. J'avais découvert l'anthropologie de la santé, je décidai d'y rester. Mon inscription en thèse à cette discipline ne fut qu'une suite logique après ma soutenance de médecine. Débutante dans le métier, je me revois encore en observation dans cette salle d'accouchement d'une grande maternité de référence à Bamako, croyant naïvement que je devais être extérieure à tout ce qui s'y passait et que je notais soigneusement. Mais bien évidemment, un chercheur est toujours impliqué quelque part par rapport à son objet d'étude. Et je l'ai été au travers de plusieurs travaux de recherche. D'abord, la recherche concernant la gratuité des services de santé au Niger, cofinancée par le CRDI et l'Agence française de développement, a été une expérience riche pour moi en termes scientifiques et en termes d'influence dans les débats concernant cette politique. Nos résultats ont montré les forces de la mise en œuvre, l'augmentation spectaculaire de l'utilisation des structures sanitaires, particulièrement par les enfants. Nous avons aussi montré ses faiblesses. Prenez l'exemple de la suppression des centimes additionnels, une collecte de 100 francs CFA auprès des patients pour financer les évacuations sanitaires. Pour les femmes et les enfants, par les responsables nationaux pour être en conformité avec la logique de la gratuité. Cette décision a entraîné l'effondrement d'un système d'évacuation qui marchait bien et qui avait été élaboré et mis en œuvre par les comités de santé. Le coût des évacuations, extrêmement cher dans certaines zones reculées, jusqu'à 200 000 francs CFA, est revenu à la charge entière des familles. Dans cette précarité, des malades meurent dans des centres de santé périphériques sans possibilité de les évacuer dans un hôpital de référence. Cette recherche a contribué à délier les langues de tous ceux qui parlaient tout bas des problèmes de la politique de la gratuité. Les discours privés sont montés sur la scène publique. Dès lors, nous avons commencé à gagner l'estime de certains décideurs au niveau du ministère de la Santé publique et de renforcer nos relations avec des acteurs au niveau opérationnel.
j'ai été sollicitée par l'ancien responsable de la cellule gratuité, devenu le directeur de la plus importante maternité du Niger, pour mener une étude sur la satisfaction des usagers et des prestataires de soins. Il savait que notre laboratoire ne fera pas d'autocensure ni de complaisance. Dès le jour de la restitution, devant une trentaine de chefs de service, le médecin-chef a décidé, séance tenante, d'identifier les responsables du décès d'une femme survenue dans la salle d'urgence. Elle n'y avait reçu aucune prise en charge à cause d'une rupture de communication entre l'équipe de sages-femmes et le médecin de garde, alors que d'habitude, il n'y a pas d'enquête dans ces situations. Mes résultats ont été aussi utilisés comme outil de plaidoyer auprès de la hiérarchie afin de doter cette maternité de moyens techniques, financiers et de ressources humaines en adéquation avec l'ampleur de la mission qui leur est dévolue. Je mène actuellement une recherche sur les normes pratiques des sages-femmes au sein d'un vaste programme sur les problèmes négligés du système de santé en cours de financement par le CRDI. Les résultats pourront être utilisés pour la mise en œuvre d'une expérience pilote qui trouverait la place au sein d'un nouveau programme de recherche soumis à l'institution. Mes expériences passées m'ont aussi amené à réfléchir sur ma place de chercheur africaine, souvent amenée à travailler auprès de ses consoeurs en observant leur conduite et pratique, en discutant avec elles, en restituant à certains d'entre elles les résultats obtenus. C'est par exemple, lorsque je discute avec les jeunes sages-femmes, les contractuels et les bénévoles en particulier, je m'invite dans leurs réflexions sur leurs conditions de travail en brousse, parfois pour certaines, loin de leurs conjoints. Avec leurs aînés arrivés à la retraite, j'ai la satisfaction d'avoir quelque part contribué à leur envie de revenir sur la scène publique et d'aider à améliorer les pratiques et carrières de sages-femmes. J'ai un projet de les inclure dans des comités d'amélioration de la qualité des soins en appui aux formations sanitaires. Je terminerai sur une note plus personnelle. Le monde de la recherche est dur. La solidarité et le travail d'équipe y sont difficiles à appliquer, particulièrement lorsqu'on est femme. À cause des préjugés sur les femmes, ma capacité à mener des enquêtes est mise en doute, particulièrement dans les conditions dures de la brousse. Je sais qu'à la moindre défaillance, je serai mise à l'écart. En outre, sur le terrain, mon rôle de responsable d'équipe n'est parfois pas respecté. Par exemple, lors d'une enquête dans un district à accès difficile, j'ai été confrontée au manque d'égard des chauffeurs de l'équipe. Ils considèrent les femmes comme des êtres inférieurs aux hommes et acceptent difficilement d'être sous les ordres d'une femme. La pression du travail est telle qu'il n'y a pas vraiment de congé de maternité. J'ai personnellement travaillé jusqu'à la veille de ma césarienne et repris le travail à peine 10 jours après. Mes aspirations pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile sont de 3 ordres. Premièrement, mettre en place des comités d'amélioration de la qualité des soins au niveau des établissements de soins. Deuxièmement, amener des femmes chercheurs d'Afrique de l'Ouest à travailler ensemble dans un programme de recherche unique, et cela de la conception jusqu'à la phase de diffusion et d'action. Troisièmement, standardiser de bonnes pratiques innovées au niveau local au sein des maternités.